Voilà l'épisode 293 ou 293 si vous préférez, que nous enregistrons ce 18 février sous l'œil attentif de quelques-uns d'entre vous sur Twitch évidemment. Voici une petite idée du programme compilé plutôt par nos chroniqueurs de la semaine. Vous êtes utilisateur de LastPass en version gratuite. Attention, il y a du changement. Occupez les salles de cinéma tout en respectant la distanciation sociale. On en parle de cette idée originale, celle d'une sud-coréenne. Destination Mars, oui, mais gare au bouchon, on verra qu'il y a du monde en orbite. Basic n'est pas le premier langage de programmation destiné au grand public, on vous parle de son éphémère prédécesseur dans quelques instants. L'affaire GameStop semble plus simple qu'il n'y paraît, on vous l'explique dans ce numéro. Il sera aussi question d'écouteurs, de piratage, de seringues, de caméras 6K, etc., etc. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Et merci de nous rejoindre une fois de plus, ou plutôt merci de nous accueillir chez vous, j'ai envie de dire. On se retrouve avec nos chroniqueurs de la semaine qui ne sont autres que, d'un côté, Benoît, salut Benoît, de l'autre, Sébastien en France, à Paris. Je précise chaque fois parce qu'on a un Sébastien à Nivelles, Belgique aussi, donc autant le signaler par la même occasion. On salue ceux qui ont participé un petit peu cette semaine, c'était relativement calme dans les commentaires, peut-être que ce qu'on vous a proposé la semaine passée n'appelait pas de grands commentaires ou de grandes discussions, c'est pas grave. On salue tout de même Jean-Pierre Crozemary, Battant, Nikoumouk, Jax, Sébastien Boireau, Cubignol, Pierre Laure, Gam, que je ne connais pas, Nicolas Saint-Lay ou encore Ingrid Boy. Merci à vous, merci à ceux qui laisseront des commentaires pour les prochains épisodes, celui-ci en particulier, le 293. Est-ce que votre semaine s'est bien passée, les amis, l'un comme l'autre? Je commence par Benoît. Ça va. Ça va. J'ai l'impression de le réveiller. Ça me fait peur. Prévenez-moi quand ça démarre. Hein. Ça y est, on est dedans, hein, c'est parti. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Je le dis juste au passage. Merci à ceux qui nous ont rejoints également sur le chat, hein, sur Twitch. C'est pas une obligation, vous le savez bien. Vous pouvez continuer à nous écouter en podcast en faisant votre jogging. Évidemment, vous pouvez continuer à nous regarder sur YouTube ou sur votre télévision comme vous le voulez, ou sur votre tablette, votre smartphone, quoi que vous fassiez, vous pouvez le faire comme ça aussi. C'est ça aussi l'idée des technos, c'est d'être un petit peu partout et partout en même temps, et voilà. Partout chez vous. Il y a plein de choses dans la conduite que j'ai déjà un petit peu regardé, mais avant d'attaquer la conduite, je voulais dire 2-3 mots de ce nouveau réseau social dont on parle de plus en plus maintenant en France, et ça commence maintenant aussi un peu en Belgique. C'est Clubhouse. On s'est retrouvé dessus avec Sébastien pas plus tard que mardi, je crois, hein, c'était mardi ou mercredi. Clubhouse, c'est un... Alors, Benoît, je sais pas si tu es au courant, toi, tu as peut-être pas suivi. J'en ai entendu parler, ouais. Ça m'attirait pas trop. Mais tu sais bien que moi, j'aime pas me foncer vers les réseaux sociaux. Ben voilà, c'est un peu comme un chat, toi. Hein. Voilà, c'est ça. C'est le syndrome du chat, c'est-à-dire que le chat ne sort jamais sa tête s'il n'est pas certain de pouvoir regarder à gauche, à droite et couvrir tous les angles. C'est un petit peu ça, quoi. Donc c'est un réseau social où en fait tout se fait à la voix. En gros, il n'y a pas d'écrit, en tout cas pas pour l'instant. Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'image, il y a pas de vidéo non plus. C'est juste des rooms, des chambres dans lesquelles on vient discuter à plusieurs, des fois 2-3, des fois bien plus que ça, hein, de sujets divers et variés. Et il appartient à tout un chacun de créer sa propre room avec un sujet défini, avec plusieurs intervenants de base, plusieurs modérateurs si vous le voulez, ou pas de modérateur du tout, et de faire monter sur la scène, comme on dit, les personnes qui auraient levé le doigt pour participer, pour donner son petit avis, sa petite pierre à l'édifice. C'est plutôt... ma première impression est plutôt positive, mais je sais pas ce qu'on va en faire. C'est un peu ça, hein. Sébastien, on en parlait un peu avant l'enregistrement, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est pas enregistré non plus, donc si on n'est pas là au moment, on n'y est pas. On a loupé le truc, c'est que du direct, il n'y a pas d'enregistrement, ce qui donne un sens d'immédiateté à la chose. Il faut être là au bon moment et dans la bonne room pour participer à la bonne conversation. Puis on peut recevoir des notifications aussi, des gens qui planifient des discussions, qui disent voilà, dans telle room on va parler de tel sujet à telle heure, donc on peut planifier. Pour moi, les gens que je suis sont plutôt aux US, donc c'est au milieu de la nuit. Limite un peu pour le moment les possibilités aussi de participer à des conversations intéressantes, mais à observer, à suivre. Ouais.
comme je le disais aussi là tout à l'heure, Sébastien, c'est que plus tu suis des gens, c'est un peu le principe des réseaux sociaux, hein, c'est fait pour eux aussi, plus tu suis des gens, plus tu as des propositions honnêtes, on va dire, ou en tout cas intéressantes, qui sont dans tes sphères de compétences ou d'intérêt, etc. Pas plus tard que le lendemain de ce rendez-vous de mardi, j'étais invité à venir parler podcast dans une room le lendemain, avec des Québécois qui, évidemment, eux, c'était le milieu d'après-midi, et moi je me suis couché à minuit. Donc voilà, il va falloir gérer cette histoire de décalage horaire à un moment donné, mais moi je trouve ça plutôt, voilà, il faut garder ça à l'œil. Alors évidemment, pour l'instant, c'est un peu élitiste, hein, parce que c'est sur recommandation qu'on y a accès, d'une part. D'autre part, c'est uniquement pour les usagers d'iPhone, hein, ou de tablettes iOS en tout cas. Ça marche aussi sur tablette, on m'a confirmé, il suffit de récupérer le code sur le smartphone. Voilà, et on attend que ça grandisse. On va voir ce que ça va donner aussi quand il y aura beaucoup de monde, et puis on va voir ce que va donner la concurrence également, puisqu'on le sait, Twitter et Facebook préparent la revanche sur le même, apparemment sur le même axe, sur la même idée dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Je pense que ça va s'accélérer tout de même un tout petit peu maintenant. Voilà. Alors c'était assez rigolo parce que je sais pas si tu étais là ou c'était mercredi. Tout d'un coup, il y a Xavier Niel qui est apparu, qui est venu écouter ce qu'on racontait. C'était mercredi, ça. Voilà, parce qu'il y a plein de gens comme ça et c'est assez rigolo. Il y a des humoristes français également qui participent à quelques. Et alors je suis tombé aussi sur une room où quelqu'un jouait de la guitare, tout simplement. Il faisait son petit showcase. Voilà. Voilà. Il faut se l'approprier, quoi. C'est un réseau social, c'est un nouveau réseau social. C'est un peu excitant parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y en avait pas eu des nouveaux. Hein. Je pense que le dernier nouveau réseau social, c'était quoi? C'était Google+. C'était... Donc voilà. Ah, TikTok, oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est ce que je disais, c'est un peu le TikTok du vieux. Ou du mi-vieux, du Gouda, quoi. Donc c'est Clubhouse, c'est le TikTok du Gouda. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, allez, on attaque l'abécédaire. Il y en a qui nous précèdent déjà dans le chat, qui nous disent déjà, il se passe ça ce soir, il se passe ceci ce soir, on va en parler, vous inquiétez pas, ça vient. Ils ne mettent pas la charrue avant les bœufs. On est à la lettre A. Bah oui, l'abécédaire, ça se commence souvent par A. A comme Apple, avec une nouvelle seringue. Alors, j'ai pris la mauvaise conduite, donc j'ai pas le nom des chroniqueurs, donc il va falloir vous signaler, les petits gars, et lever le doigt scolairement en disant, c'est moi, c'est mon sujet, je veux en parler. Voilà, c'est Benoît qui ouvre le bal avec cette nouvelle seringue. De quoi s'agit-il, Benoît? Alors, on va pas la faire longue, hein, parce que c'est simplement qu'ils ont redessiné l'emoji de la seringue, qui habituellement est une seringue, et puis au bout, elle est remplie d'un liquide rouge, donc on pense à du sang avec 2-3 petites gouttes. Et là, ils l'ont redessiné pour que le liquide soit transparent. Il n'y a pas de gouttes, donc c'est un petit peu pour se mettre dans l'air du temps. On va pouvoir l'utiliser pour indiquer qu'on est vacciné. Voilà. D'accord. C'est marrant de voir de voir les emojis qui s'adaptent un petit peu aux situations, à ce qu'on fait, quoi, à ce qu'on vit. Ouais. D'ailleurs, pour parler de ça, toujours chez Apple, les emojis, parce qu'il y en a 200, des nouveaux emojis qui sont sortis ou qui ont été modifiés, etc. Ils ont remplacé les écouteurs, enfin le casque plutôt, parce qu'il y a écouteurs, in-ear, et puis les casques également. Le casque, ils l'ont remplacé par leur comment ça s'appelle encore, j'ai oublié le nom du truc. AirPod Pro, AirPod Pro, c'est ça. Hein, ils les ont, voilà. Donc juste comme ça, question de dire que c'est aussi un support publicitaire maintenant. Voilà. Et ce qu'ils ont fait également, qui est plutôt sympa, c'est qu'ils ont défini des nouveaux emojis pour les couples mixtes. Donc, d'accord, oui, c'est juste. Des gens de races différentes, donc ce qui est aussi petit à petit, on voit que voilà, il y a des options, parce qu'au début, l'emoji, c'était le petit smiley jaune, et puis de plus en plus, on voit qu'on a des choses qu'on peut s'approprier. Oui, il y a différentes connotations de couleurs de carnation, et c'est plutôt bien vu aussi, parce que voilà, il faut pouvoir s'y retrouver aussi, si on veut utiliser les emojis de manière un peu intelligente et un peu cadrée, voilà, il faut faire ça aussi. Donc on a une seringue maintenant, la seringue, on sait à quoi elle sert, parce que la seringue pleine de sang, avant, je ne sais pas à quel moment tu t'en sers en emoji, sauf le jour où tu as donné ton sang,
c'est le seul moment, en fait. Voilà. Donc, sans doute que la Croix-Rouge va se plaindre en disant « Oui, mais le don de sang, c'est important, on a besoin d'une seringue rouge, etc. » Parce que tout le monde y va de son petit truc. Je me rappelle, c'était les Bretons. On a pas mal d'auditeurs bretons. Peut-être que certains d'entre eux peuvent commenter cette vidéo en nous disant finalement, est-ce que vous avez votre emoji au blason, au drapeau breton? Parce que je pense que c'était une demande assez forte à un moment donné d'avoir l'emoji breton. Donc, si vous l'avez reçu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, parce que moi, je l'ai pas vu. Moi, je n'ai pas l'impression de l'avoir vu. On a fait le tour de l'emoji, ou Sébastien avait un truc à rajouter là-dessus? Je le vois tout perdu. Oui, mais ça pourrait être long. Moi, je me pose la question de comment ça marche. Il y a un code Unicode en dessous pour que ça soit interopérable entre les différentes plateformes. Donc, quand on dit Apple change le design de la seringue, c'est juste les gens qui reçoivent ou qui envoient ce code-là sur Apple. De l'autre côté, c'est pas nécessairement la même image. Ce sera pas la même seringue. Voilà, ce sera la même image. L'idée sera la même, parce que ça, c'est quand même... Pas la même iconographie, la même représentation. C'est ça, exactement. Et ça entraîne parfois d'ailleurs des petites confusions entre des plateformes différentes où l'image peut être dessinée de façon différente et ça elle va pas nécessairement générer le même vécu quelque part. Si tu rajoutes à ça... En fait, c'est la logique d'Unicode, faut pas l'oublier, c'était de partir sur des... Au début, c'était prévu pour des polices de caractères. Donc on ne décrit pas, on décrit le dessin, hein, on dit ça c'est telle lettre, c'est ceci, mais on ne va pas dire comment la lettre doit être dessinée. Non. Et donc ils ont suivi la même logique, ils imposent pas l'image. Et tu rajoutes encore à ça certaines applications qui ont leur propre catalogue d'emojis pour les intégrer. Je prends Slack au hasard, mais je pense que Twitter aussi, si je dis pas de bêtises, ou certes, ils ont tendance à imposer aussi leur police, hein, en gros d'emojis. Enfin voilà, petit chapitre pour commencer. C'est une mise en jambe. Merci Benoît. On peut commencer. On va rentrer dans le lourd très rapidement. Vous allez voir, ça va s'accélérer. Avec la lettre B comme bourse, c'est très gênant. De nouveau, j'ai changé mes écrans, donc du coup, je suis de nouveau tout perdu. Hein, ça va, je vais encore mettre une demi-heure pour m'y remettre. Quand les petits fonds font tomber les gros. C'était pas là il y a 10 minutes, il y a 20 minutes quand j'ai préparé je ne vois pas du tout de quoi il s'agit, donc il va falloir m'éclairer. Hop. Et si en plus de ça je pousse sur les mauvais boutons, ça va pas le faire non plus. Donc je repasse vers Sébastien. Je vais changer le titre, hein, vous inquiétez pas. De quoi s'agit-il, Sébastien ? J'ai mis un B comme bourse plutôt qu'un G comme GameStop, juste pour qu'il y ait un peu d'alternance entre Benoît et moi pendant cet épisode, sinon il allait y avoir un long tunnel rien qu'avec Benoît et puis un long tunnel rien qu'avec moi. Et donc je me disais que ça pouvait être ennuyant, surtout si c'était moi qui parlais, pour nos auditeurs. Donc on va parler de GameStop. Je pense pas qu'on ait déjà parlé de GameStop dans les technos, ou alors très brièvement, je me souviens pas d'analyse. En fait, on a failli en parler avec Xavier il y a 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, et en off il m'a dit, écoute, c'est quand même une histoire à tiroir. J'ai pas pu aller au fond du 3e ou 4e tiroir, j'ai peur de dire des bêtises, et nous, chez nous, au techno, quand on n'est pas sûr d'aller au bout de l'idée, on préfère éviter et passer la main, et donc on a passé la main, et donc voilà. Donc maintenant, c'est toi qui t'y colle, bonne chance. Merci. Je suis pas certain de connaître le fond de tous les tiroirs non plus, mais au moins le point de départ et l'arrivée, peut-être la morale de cette histoire, comme dans les bonnes fables de La Fontaine. GameStop, c'est une société qui vend des jeux vidéo avec des magasins en brick and mortar, comme on dit en franglais, avec des vrais magasins physiques. Et vous en doutez, dans cette période un peu spéciale, les jeux physiques, ceux qu'on va acheter dans un magasin, n'ont pas le vent en poupe, puisque les gens jouent plutôt en ligne maintenant. On télécharge des applications où on joue en ligne sur différentes plateformes, et donc c'est une société qui va pas très bien. À côté de ça, il y a des investisseurs, on dit les hedge funds aux États-Unis, ces investisseurs institutionnels dont le métier c'est de gérer de l'argent. Ils essayent de gagner de l'argent pour leurs clients, pour des fonds de pension et des choses comme ça. Et il y a un investisseur en particulier qui spéculait à la baisse sur GameStop. Alors là, je vous sens interrogatif. Comment peut-on spéculer à la baisse ? Parce que vous connaissez la spéculation à la hausse. J'achète une action, j'espère que l'action va monter, je la revends plus tard donc quand le cours a monté, donc je me fais, j'encaisse la plus-value. Mais on peut aussi spéculer à la baisse, c'est assez simple en fait. Imaginez que l'action GameStop vaille 20 €, je trouve quelqu'un qui veut bien me prêter cette action que je n'ai pas, je trouve Benoît par exemple, je dis Benoît, tu peux me prêter cette action, tiens, je te rémunère 2 €, et Benoît me prête une action GameStop. Cette action elle est à 20 € pour le moment, donc je la vends.
Donc j'ai donné 2 € à Benoît, j'encaisse 20 €. Donc pour le moment, je gagne 18 €, mais je le dis pas à Benoît, je l'ai vendu. Je suis engagé par contrat à Benoît à lui rendre l'action plus tard. Un peu plus tard, cette action baisse. Si ma spéculation va bien, d'accord, disons plus que 10 €, donc je rachète le même montant, la même quantité d'actions GameStop. Pour 8 €, tu as gagné 8 €. Donc j'ai gagné 8 € et je rends son action à Benoît qui est tout content de récupérer l'action qu'il m'avait prêtée. C'est une spéculation à la baisse. T'as rien gagné, Benoît. L'opération, Benoît n'a rien gagné. S'il a gagné 2 €, mais sur des actions qui perdent une valeur. Mais moi, j'ai empêché 8 € sans avoir d'action à moi. Ouais. Et encore, ça, c'est quand on est gentil. Parce qu'il y a une technique qui est extrêmement encadrée par les gendarmes de la bourse, comme on dit, la SEC aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle la vente à découvert, où il ne faut même pas avoir l'action pour la vendre. Je ne dois pas emprunter l'action à Benoît, en clair. Donc, je vais te vendre à Marc, toi, l'action, et je te promets que je te la donnerai plus tard. Aujourd'hui, elle vaut 20, je te la vends 20, tu me payes 20, mais tu es d'accord de ne pas la recevoir maintenant, tu peux la recevoir dans une semaine ou deux, et dans 2 semaines, j'achète les actions au prix du marché. Si je spécule à la baisse, j'espère qu'elles seront plus basses, par exemple 10, et je te donne les actions que... Mais c'est légal ça, ou je dois... C'est légal ou je dois t'envoyer des malabars avec des battes de baseball pour te casser les jambes? S'il y a des gens qui... Non, c'est légal, c'est extrêmement encadré, je ne connais pas la loi dans tous les pays, je ne suis pas certain qu'en Europe ça soit légal. Je pense qu'aux États-Unis c'est légal parce que ça s'est fait justement dans le contexte de GameStop. Mais c'est là où on arrive aux limites de mes compétences, les ventes à découvert. Oui, Benoît, tu connais. Je te vois lever. Juste pour dire que le principe de départ c'était très sain, c'était pour permettre notamment aux agriculteurs, par exemple, qui ont des récoltes. Et d'éviter de se retrouver dans une situation où je ne sais pas quand je vais la vendre, j'ai besoin d'argent maintenant. Donc on faisait une vente avec une option. Dans le futur. Une option de vente dans le futur ou une option d'acquisition. Voilà, donc en fait, tu sais que plus tard, je vais récolter mon champ de maïs et donc je te le vends maintenant. Ouais. Mais c'est une espèce d'avance. C'est plus tard que je te donnerai le maïs. Ouais. Donc ça s'appelle de la spéculation à la baisse et certains fonds d'investissement pratiquent cette technique-là. Ils espèrent que certaines sociétés vont se crasher et c'est leur métier, c'est d'essayer de gagner de l'argent. Bon, c'est moral ou pas, c'est pas le débat de la question, mais voilà, c'est autorisé, c'est comme ça que ça marche. Et donc, quand des petits porteurs ont appris ça, et sur un sous-forum de Reddit, c'est un réseau social dont on parle peu en Europe, mais qui est extrêmement populaire aux États-Unis, basé sur le texte. Il y a un sous-réseau qui s'appelle Wall Street Bets où des petits porteurs, des passionnés échangent des bons tuyaux. Ils ont appris que plusieurs hedge funds pariaient à la baisse sur GameStop. Ils se sont dit mais c'est malsain, essayons de changer ça. Et donc ils se sont alliés, ça c'est la force des réseaux sociaux, pour faire l'inverse, pour acheter de l'action GameStop, puisqu'il y avait le grand qui pariait à la baisse, tous les petits se sont mis ensemble, ou des milliers de petits en tout cas se sont mis ensemble pour acheter des actions, et vous savez, les cours des actions dépendent de l'offre et de la demande, donc si plein de gens veulent acheter l'action, ben, ça fait monter les cours, là où les hedge funds pariaient à la baisse de l'action, à tel point que l'action qui était censée baisser a gagné, alors j'ai plus les chiffres en tête, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais enfin, j'ai en tête 1400%. Donc elle a vraiment été, le prix a vraiment été démultiplié par un ordre de grandeur, d'un ordre de grandeur très important, au point que le hedge fund n'a plus que d'autres possibilités de délier ses positions, de dire ok, on arrête, on rachète au prix maintenant pour pouvoir rembourser nos prêteurs, ceux à qui on avait emprunté les actions, puisque je rappelle que c'était dans un contexte de vente à découvert. Et donc, ce faisant, les gros ont perdu des milliards de dollars. Ah oui. Alors, à partir de ça, c'est parti en commentaire dans tous les sens. Est-ce que les petits peuvent se mettre ensemble pour faire tomber les gros? Est-ce qu'il y a une action morale là-dedans? L'application de trading utilisée par les redditeurs, je veux dire les petits pour faire simple, mais c'est sans aucune connotation négative évidemment, s'appelle Robinhood, Robin des Bois. On voit là en plus en symbole de celui qui vole les riches pour donner aux pauvres, etc. Un des tiroirs de l'affaire, c'est que pendant que la machine boursière s'emballait, et que l'essentiel des ordres de petits porteurs venait de 2 applications, Robinhood et une autre, la bourse a décidé d'arrêter les transactions qui venaient de ces applications-là, le temps de comprendre ce qui se passe. Ouais. Ce sont des mécanismes
automatique, ont-ils dit après, qui essaye d'éviter que les marchés s'emballent, éviter les anomalies sur les marchés. Ça a été très mal interprété parce que pendant que les petits porteurs ne pouvaient pas continuer d'acheter avec leurs 2 applications online, les grands hedge funds, eux, pouvaient continuer de vendre et se débarrasser de ces actions. Donc ça a été vu comme un complot, évidemment. Il y a une enquête en cours pour le moment pour essayer de savoir quelle est la vérité sur cette partie-là de l'affaire. Ça a fait des remous jusqu'à la Maison-Blanche, qui restait relativement silencieuse, mais le Sénat a pris la balle au bon aussi, et on pourrait voir dans les conséquences de cette affaire des suites politiques sur l'encadrement des règles de marché boursier. La SEC est mise en cause en disant voilà, vous protégez les grands mais pas les petits. Donc il va y avoir probablement des conséquences dans le monde de la finance sur cette affaire GameStop. J'espère que j'étais clair et pas trop long. Moi je trouve que c'était très clair. Benoît, une cote sur 10 pour l'école des fans. Ah, moi je verrais bien un 9 aussi. Mais sur le plat. Mais c'est de nouveau, enfin, il faut s'intéresser à la finance. Et c'est plus financier que technologique. On est bien d'accord là-dessus. Mais en même temps, il y a un volet technique. Réseau social et l'aspect trading. N'importe qui peut aujourd'hui, dans son salon, avoir les mêmes informations financières que les banques qui sont abonnées à des flux d'informations comme Bloomberg, Reuters et les autres, avoir les mêmes informations en temps réel et pouvoir faire du trading en temps réel. Alors pas à la microseconde que font les banques, mais en tout cas à la minute. Et donc on combat avec les mêmes armes et on a cette capacité de réseau de se mettre ensemble et d'échanger de l'information qui n'était pas possible ou moins possible il y a 10 ans. Il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect, entre guillemets, people. On se rappelle que Elon Musk a été épinglé quand même quelques fois pour avoir tenu des propos publics, soit dans un podcast, soit sur les réseaux sociaux, qui ont fait un petit peu bousculer la cotation de certaines de ces entreprises, etc. Rien que ça, déjà, ça peut poser question. Et voilà, à chaque fois, il y a enquête, etc. Ça, voilà, et on remet les choses à plat. Et puis, comme tu le disais, oui, il y a l'effet de levier d'un réseau social qui fait que, voilà, ça peut prendre des dimensions relativement importante. Juste pour en revenir à Elon Musk, le fait que Tesla ait acheté une grande quantité de Bitcoin il n'y a pas tellement longtemps, il y est pour beaucoup au fait que le Bitcoin aujourd'hui cote à 50 000 dollars ou un peu plus. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a quand même, sur un mot, des fois, on peut faire basculer et faire la culbute. Voilà. Ce qui n'est pas notre cas. Il gagne rien, nous. C'est vrai que ça, on peut hurler je vais acheter des actions, machin. Tout le monde s'en fout. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense Benoît. La bourse qui cote pas, Benoît. Si, non. Si, j'ai quelques placements. Mais... D'accord. Ouais. Voilà. Ok. On n'en dira pas plus. En bon père de famille. En bon père de famille, c'est ça. J'ai des cicaves. C'est bon. Il y a Urgubal 1135 sur Twitch. Je suppose que c'est un acronyme. Non, c'est ça. Personnes ont remarqué que les hedge funds avaient plus d'actions que celles disponibles sur le marché dans ce contexte-là. C'est ce que je disais. On soupçonne quand même certaines irrégularités et il y a des enquêtes en cours et il y aura certainement des suites dans les environnements de réglementation, d'encadrement des marchés financiers suite à cette affaire. Il y a plein de petits qui ont gagné aussi, je ne l'ai pas dit, mais tous ceux qui au début ont acheté des actions et puis cette action qui s'est envolée, qui ont pu la vendre après, ils ont gagné de l'argent également sur cette affaire GameStop. Il n'y a pas que les hedge funds qui ont perdu. Ok, bon, fermons le chapitre. Si vous avez des commentaires à rajouter, n'hésitez pas à le faire, que ce soit en chat pour l'instant ou en commentaire sous cette vidéo ou sur notre site lestechno.be lorsque vous aurez écouté cet épisode. BMD, comme on dit, Blackmagic Design, a fait une annonce. C'était hier, si je dis pas de bêtises, Benoît, me semble-t-il. Il y avait une keynote en quelque sorte. Une espèce de keynote, et je dois dire que j'ai pas écouté tout parce que c'est quand même assez long. Mais le président de Blackmagic Design devient de plus en plus à l'aise dans l'exercice. Je me souviens des premières annonces qu'il faisait, il était vraiment pas à l'aise. Et en plus, je pense qu'il a un léger handicap. Est-ce qu'il n'est pas bègue? Je pense me souvenir que ce monsieur à la base est bègue. Mais je peux me tromper, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et donc voilà, enfin, ça ne facilite pas. Il s'en sortait vraiment bien. Maintenant, il y avait du naturel, tu vois, il s'est habitué à l'exercice, quoi. Comme quoi, il a eu raison de persévérer. Bref, j'ai pas regardé toutes les annonces, mais il y en a une qui m'a un petit peu intéressé. C'était la nouvelle Pocket Camera, la 6K Pro.
Oui. Donc, dans la gamme de Blackmagic Design, les Pocket Camera, sont leurs modèles, comme le nom l'indique, qui sont un peu plus petites que les autres. C'est pas les grosses caméras de studio. Ils ont les micros qui sont prévus pour être montés sur des drones, etc. Puis ils ont les grosses caméras de studio. Et entre les deux, ils ont les Pocket. Et l'annonce ici, c'est une caméra qui est un petit peu comme la 6K, mais avec un certain nombre de fonctionnalités qui la rendent un petit peu plus pro. Alors, dans ces fonctionnalités, on a un écran arrière qui est beaucoup plus lumineux, ce qui fait qu'on peut l'utiliser en plein jour, d'après l'annonce. Inclinable, dans les deux sens, hein, donc pour pouvoir faire une plongée ou une contre-plongée. La possibilité de monter dessus un viseur électronique, ce qui, quand on filme en extérieur et qu'il y a beaucoup de lumière, peut s'avérer pratique pour voir ce qui se passe sur l'écran. Pour le reste, bon, ça reste une Pocket 6K, donc c'est toujours une monture EF, donc une monture Canon. Et ça reste les avantages qu'il y a habituellement chez Blackmagic, en particulier la gestion de la colorimétrie, le fait qu'il enregistre le format RAW à des prix qui sont vraiment raisonnables pour des caméras qui sont en fait des vraies bonnes petites caméras pro. Ah oui, un dernier point qui te fera plaisir. Il y a toute une série d'éléments qui ont été annoncés. Il y a une batterie, il y a des nouvelles batteries et une poignée de batterie qui fait qu'on peut avoir une autonomie beaucoup plus forte. Mais un point qui te fera plaisir, je pense, Marc, c'est l'intégration de connecteurs XLR. Donc du coup, de pouvoir brancher un micro correct dessus pour avoir une bonne prise de son. Donc c'est du mini XLR, c'est plus en plus sympa. Pardon ? C'est du mini XLR en fait. Ah bah oui, vu la taille, il n'y a pas de miracle. Oui, c'est ça quoi. C'est juste pas possible sinon. Mais comme tu le disais, alors attention, entendons-nous bien, c'est du cinéma, c'est du matériel quand même professionnel, même les professionnels s'en servent, je veux dire certains d'entre eux en tout cas, beaucoup les étudiants aussi. Blackmagic, on le sait bien, a un fort potentiel de croissance parmi les gens qui étudient l'image, le cinéma, la vidéo de manière générale, et ça c'est un petit peu le petit bonheur des loueurs aussi, parce que dans le cinéma on loue énormément, on achète très peu de matériel parce qu'il coûte très cher, et donc c'est un petit peu le bonheur des loueurs aussi qui vont pouvoir mettre sur leur marché à eux, celui de la location, des appareils à un prix raisonnable, efficace, et qui n'ont pas besoin d'être énormément accessoirisés, comme tu le disais. Il y a de la connectique, il y a des viseurs, parce que c'était le problème des premières générations de la Pocket, c'est très vite on l'accessorisait massivement. Et c'est vrai qu'ils sont améliorés ça. À titre d'exemple, par exemple, je vais rester là-dessus, mais c'est juste un petit exemple parmi d'autres, c'est que les filtres à densité neutre, les filtres ND sont intégrés, alors qu'en général, il vous faut un porte-filtre ou rajouter à la main des filtres. Voilà, c'est jamais très confortable. Là, ils sont dedans, tout simplement. Bon, voilà, il faudra voir à l'usage évidemment ce que diront les professionnels ou les semi-professionnels, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire sur ce type de matériel. Il y a toujours des tests et des comparatifs à faire avec du matériel à ce moment-là pro, je pense à Red par exemple ou à Arri, et donc là aussi il y a des choses intéressantes qui vont émerger sur YouTube, parce que c'est encore le meilleur endroit pour faire des comparatifs d'images, surtout en vidéo, et donc je vous conseille, si le sujet vous intéresse, d'aller regarder un petit peu ce qui se fait à gauche, à droite. Sébastien, vous voulez rajouter un truc ? Oui, moi j'ai deux petites... Non, je veux pas rajouter, j'ai des questions pour Benoît en tant que néophyte dans le monde de la vidéo. Le premier, c'est que pourquoi 6K ? Les télés haut de gamme et les services de streaming haut de gamme maintenant sont en 4K, on commence à voir apparaître du 8K, mais il n'y a quasiment aucune source. C'est quoi l'avantage de filmer en 6K ? Enfin, 4 ou 8, mais pourquoi 6 ? Je lui laisse répondre. Je réponds. Moi, je sais. Ici, tu te trouves de côté. Moi, je sais. Essentiellement, je pense que d'abord, il y a deux éléments. Il y a un côté de préparer le film pour l'avenir, parce qu'effectivement, des supports de plus haute définition vont arriver, et donc il y a une espèce de démarche de se dire, tiens, c'est un peu l'effet Disney. Tu sais, Disney ressort des films qui ont été faits il y a bientôt un siècle, parce qu'ils sont d'une qualité correcte, et donc il y a des acheteurs comme Netflix et autres, par exemple, demandent des qualités d'image qui n'arrêtent pas de s'améliorer. Mais tu as aussi en matière de post-production, ça t'offre des options supplémentaires, par exemple pour un usage qui est beaucoup moins cinéma, etc. Mais si tu fais une interview, tu prends quelqu'un en plan fixe, c'est un peu
emmerdant. Si tu as la capacité de, entre guillemets, zoomer en recadrant, ça va te permettre de faire, avec juste une seule caméra, déjà un montage un petit peu plus dynamique. Et donc ça, c'est pour faire... Tout en pouvant offrir une image 4K quand même, quoi, parce que tu du 4K, 6K, il en reste 4K. L'idée, c'est aussi de pouvoir, comme tu disais, recadrer éventuellement, et éventuellement pouvoir sauver éventuellement un plan en faisant une stabilisation a posteriori, par exemple. Et donc, tu vas rogner les bords parce que tu vas stabiliser l'image, elle bouge pour un point fixe, tout le reste va bouger autour, forcément. Et donc, comme tu vas rogner tous les bords, il vaut mieux avoir une définition supérieure et ainsi ne pas trop... C'est juste pour sauver les plans. Hein. Les professionnels me tueraient en disant « Ouais, stabilisation après coup, non, pas en post-prod, pas question, etc. » Mais voilà, ça peut sauver éventuellement un plan ou deux, quoi. Voilà. Donc une caméra 6K pour faire du 4K, si je résume. Et souvent, comme on disait aussi, en 4K, on filme en 4K pour faire de la HD, l'ultra HD, pour faire de la HD normale derrière et avoir toute la latitude, comme le disait Benoît, de pouvoir éventuellement faire plusieurs valeurs de plan avec la même image, avec la même caméra. Voilà, on voit ça beaucoup justement sur YouTube. Les YouTubeurs utilisent à l'envi cette possibilité de faire des zoom in, zoom out très rapides en jump cut qui dynamise très fort leur propos. Voilà. Ici, on a le budget. J'ai pas les prix en tête, moi. C'est dans les 2000 et quelque chose, mais ça intègre c'est dans les 2000 et quelque chose, mais ça intègre DaVinci Resolve, donc qui est un logiciel de traitement d'image et de couleurs d'une excellente qualité. Ouais. Il y avait d'autres annonces aussi. Il y avait d'autres annonces aussi, mais non, c'est pas très. Non, mais Blackmagic a la réputation d'être relativement. Voilà, c'est des prix assez bas, même si c'est très élevé pour la majorité des gens. Il faut être très clair pour faire. Voilà. Il y avait d'autres annonces également, mais je les ai pas en tête, donc on va pas trop s'avancer dessus. Mais c'est toujours des moments qu'on attend, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir. Et voilà, c'est des petites boîtes qu'on aime bien, quoi. Faut être clair. Il y avait un truc qui pourrait nous intéresser dans ce contexte-ci, c'est qu'ils ont sorti ils avaient déjà, ils ont un appareil pour envoyer les vidéos sur YouTube, oui, c'est ça, qui fait l'encodage et qui l'envoie. Alors ils en avaient déjà un modèle, mais qui était bien quand ils l'ont sorti, mais qui commençait à se faire un petit peu vieillot. Oui. Là ils l'ont vraiment complètement revu. Voilà. Et, ça a l'air vraiment sympa. Le web présenteur HD. Une fonction amusante, c'est qu'il peut sortir comme une webcam. Donc derrière, tu peux le brancher sur ton. Il y a deux fonctions amusantes. La première, tu peux le brancher comme une webcam. Donc tu peux quelque part avoir cette image que tu envoies sur YouTube ou autre, et en même temps t'en servir pour une conférence, un WebEx ou un truc pareil, un Zoom. Et la deuxième fonction amusante, je trouve ça génial comme idée, il y a un port USB à l'avant. Donc si jamais tu as ton réseau qui tombe, tu branches ton téléphone dessus et tu peux continuer à transmettre l'image. Ce que je trouve excellent comme idée. Et de nouveau, c'est pour ce que ça fait. On va être d'accord, et il faut en avoir l'usage. Je pense que c'est une histoire de 400-500 euros, cette petite boîte. Le Live Presenter Pro, ou HD, je ne sais plus. Web Presenter HD. Voilà. Donc, et très honnêtement, quand je l'ai vu passer, je me suis dit, ah tiens, ça évolue, ça m'intéresse. C'est un outil qui pourrait être intéressant, pourquoi pas. Voilà, c'est vraiment, de nouveau, c'est très niche. On est sur un public très. Quoique ça, le petit boîtier dont on vient de parler, ça pourrait servir à bien des youtubeurs ou des twitchers ou et des entreprises aussi, parce qu'en télétravail maintenant, c'est vrai qu'on essaye tous d'avoir une qualité d'image, voilà, parce que c'est une question de confort pour tout le monde également, et donc ça peut avoir son petit intérêt également, parce qu'au-delà de ça, il faut rien d'autre pour travailler. On peut y aller tranquillement, quoi. Ça prend quoi comme source que des caméras physiques ? Ou ça peut être aussi des cams virtuelles ou des flux Non, le principe ici, c'est que c'est une entrée HDMI ou SDI, je ne dis pas de bêtises. Non, il n'y a pas d'HDMI. Il y a du SDI. Il n'y a que du SDI, donc il faut quand même une caméra un peu évoluée. Et voilà, et donc... non, c'est Monitor Out qui est en HDMI, et on a du SDI en entrée, voilà. Pour ceux que ça intéresse, on regarde l'arrière de l'appareil, du coup. Donc, voilà. Donc, si le sujet vous intéresse, on pourra en reparler, mais n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Nous, on aime bien. Voilà, c'est des outils qu'on apprécie, parce que c'est souvent bien pensé.
Voilà. Tout ce que je voulais rajouter. 500 € le prix de l'œilleton en option. C'est pas juste le ton, il y a un petit écran dedans et tout. Oui, c'est vrai. Je lis les commentaires sur Twitch. Oui, c'est ça. Par contre, on n'aura pas de roulette. Tu vois, comme certaines marques proposent des roulettes à je sais pas combien de milliers d'euros pour leur boîtier. Ici, il n'y a pas de roulette. C'est moche. Bon, allez, on passe à la suite. Avec la lettre C comme cinéma, c'est Sébastien qui nous parle de cinéma avec une idée sud-coréenne, si je dis pas de bêtises. Cinéma. Ces grandes salles toutes vides, c'est un peu triste. Hein, et donc, il y a moyen quand même encore d'aller au cinéma, mais peut-être pas pour les mêmes raisons et pas dans les mêmes conditions. Ça serait une petite brève aussi, c'est bien comme ça on alterne les sujets. Petite brève, ça c'est vraiment très court. Avec des petites brèves. Oui, je n'ai pas peur du pléonasme. Oui, parce que là, parfois, on va mettre un objectif macro sur cette vidéo. Donc, du coup, la peur du pléonasme ne m'étreint pas. Ça se passe en Corée et une patronne de cinéma a eu l'idée de louer sa salle de cinéma aux gamers, parce que quand on joue, et je ne suis pas gamer, mais j'imagine très bien le plaisir que c'est de pouvoir être assis dans un bon fauteuil, d'avoir un grand écran et d'avoir surtout un système de son 12 points je sais pas combien, ou 24 points je sais pas combien, avec du son à l'avant, à l'arrière, etc. On sent le technophile. Il y a combien maintenant, monsieur, dans un cinéma? Voilà, la dernière fois que j'ai été, il y avait un orchestre qui jouait devant. Ah oui, quand même. Ouais. Un orchestre, carrément. Oui, c'était Non, mais c'est sérieux en plus. C'est vrai. C'était une séance de cinéma qu'on fait avec un orchestre symphonique qui rejoue la bande originelle. Oui, tout à fait. Donc j'avais littéralement un orchestre qui jouait devant le film. Ceci étant dit, j'imagine le pied des gamers de prendre leur manette et d'utiliser la salle de cinéma. Alors évidemment, on est tout seul ou on est à deux, donc on respecte les distances de sécurité. Évidemment, c'est pas la même source de revenus pour les patrons de cinéma, mais je me suis dit, tiens, ben voilà une bonne idée, voilà des gens qui sont capables de, peut-être pas de se réinventer parce que ça va pas être leur futur métier, c'est peut-être pas gagner leur vie avec ça, mais au moins limiter la casse, faire de l'activité, faire que les machines tournent et ne prennent pas la poussière, garder un peu de présence, et puis j'imagine le pied pour les gamers, de pouvoir jouer ainsi sur un grand écran et avec un bon système de son. Donc, patron de cinéma qui nous écoutez, ouvrez la porte de votre salle aux gamers. Il faut au moins arriver à l'équilibre, mais c'est pas gagné, quoi. Je veux dire, à moins de facturer à des prix. Enfin, en même temps, il faut peut-être pas la même quantité de personnel non plus. Malheureusement, il y en a qui vont rester sur le carreau, hein, on s'en doute. Par contre, en énergie électrique, etc., c'est comme si la salle était pleine. Hein. Il faut la chauffer, les projecteurs, ils doivent tourner. Le son, c'est pareil. Donc, pour une personne ou quelques personnes dans la salle, c'est une jauge quand même très très limitée, quoi. C'est voilà. À voir, pourquoi pas, mais ça doit être trippant, évidemment. Clairement. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps, quand on a commencé avec les projecteurs vidéo Barco, vous vous rappelez, avec les 3 tubes. J'ai un ami qui était propriétaire d'une discothèque et qui avait installé ça dans sa discothèque. Et donc, on regardait les matchs de Coupe du Monde assis au milieu de la piste de danse avant l'ouverture. On regardait ça sur grand écran, on trouvait ça magnifique. Et c'était pas magnifique du tout parce que les tubes étaient pas bien synchronisés. Et donc t'avais 3 joueurs qui couraient tous les uns sur les autres, tu reconnaissais pas les couleurs des maillots, c'était vraiment très compliqué, mais c'était kiffant parce que c'était un grand écran avec un son extraordinaire, on a l'impression d'être au stade. Et donc voilà, j'imagine que là ça doit être encore mieux, enfin même sûrement mieux. Et alors, tout comme je ne connais pas les caméras qui servent à filmer, d'où mes questions précédentes, je ne connais pas non plus le matériel de projection moderne, et je me demandais comment est-ce qu'on branche une PlayStation sur un projecteur de cinéma, monsieur, en HDMI, je suppose. Très simplement, oui, c'est ça. Ce sont des protocoles normalement en SDI, donc c'est un protocole habituel en vidéo maintenant, donc avec suffisamment de bande passante pour avoir une image d'une netteté et d'une qualité, et voilà, avec toutes les informations qui vont bien dedans, parce que sur un grand écran, le pixel, on le voit, monsieur. Et donc, il faut beaucoup de data pour arriver à y avoir une très très belle image. Je sais pas si il est pas très gamer non plus, Benoît. Non, je suis pas gamer non plus, effectivement. Voilà. Il boursicote très peu, il est pas gamer. C'est amusant, ce monsieur. Et en plus, il achète des appareils photo qui coûtent la peau des fesses. Parce que j'ai jamais dit que je boursicotais peu. Non, pas peu. Pas. Allez, on passe.
La lettre D comme... Alors, je ne sais pas comment le dire, parce que ce sont les initiales, c'est un acronyme, en fait. Hein, c'est dopé, c'est DOP, mais c'est l'acronyme de quelque chose. Hein, ça veut dire un truc, je ne sais plus quoi. Dartmouth quelque chose. Oui, c'est ça, un truc dans ce genre-là. C'est l'université. Voilà. Qui en parle ? C'est Benoît qui en parle, en fait. C'est moi. Ouais. Ok, vas-y. Donc dope en anglais, ça veut dire drogue. Hein. Donc il y a un petit jeu de mots amusant autour de l'acronyme. Le D venant effectivement du nom de l'UNIF qui a lancé ça. En fait, il y a un article un peu sympa sur lequel je suis tombé. Je vous ai mis un lien vers la version française. Dans la version française, qui est beaucoup plus courte malheureusement. Dans la version française, il y a un lien vers l'article original. Super. Il y a de l'archéologie informatique, quelque part. C'est quelqu'un qui a retrouvé un langage de programmation disparu, le langage DOPE. Et le langage DOPE, c'est le précurseur du langage basique. C'est-à-dire que c'est une espèce de projet de recherche qui a été utilisé une seule année pour un seul cours, une seule fois. C'était un petit langage assez simple, destiné à faire des maths, mais avec la même idée que le basique, c'est-à-dire très accessible à des gens dont c'est pas le métier de faire de la programmation, qui n'ont pas envie d'en faire. Et donc, s'il y avait déjà cette idée qu'on va retrouver après dans le basique. L'article complet est absolument fascinant parce que le type explique comment il a vaguement vu ça mentionné quelque part dans un coin d'un bouquin. Il se demandait ce que c'était. Il a commencé à chercher. Il a fini par retrouver le syllabus de cours de l'époque. Il a regardé. Il s'est dit tiens, mais c'est intéressant. Ah oui, on voit effectivement des éléments d'origine du basique, mais voilà, évidemment, le compilo de l'époque, on le trouve plus. Donc, il a réécrit son propre interpréteur pour voir comment le langage se comportait. C'est super amusant à lire. J'ai pas grand chose de plus à vous dire parce que si résumer l'article, ça va être un petit peu long. Oui, mais puis c'est vraiment un petit papier intéressant à voir. Et cette idée qu'on puisse faire de l'archéologie aujourd'hui, des langages informatiques, moi je trouve ça un petit peu l'éclate. Mais ça tombe bien parce que Sébastien est là et c'est notre spécialiste des langages morts, des langues informatiques mortes et autres anniversaires. Voilà, c'est vrai que on arrive là, c'est quand même une activité l'informatique qui commence à dater finalement, et donc on va continuer sans doute dans les années à venir à exhumer comme ça des bouts de code, des bouts de langage, etc. Qui vont ressortir à un moment ou à un autre, et que des gens des passionnés sans doute vont analyser et scruter en disant tiens, ça c'est à l'origine de ceci ou de cela, machin, ça. Ce langage-là, il était utilisé qu'une seule année, si j'ai bien lu. Oui. Mais tu parles justement d'origine, c'est ce qui est très particulier parce que le basique, et je pense que tout qui connaît plusieurs langages de programmation va partager cet avis, il est complètement isolé, ce langage. Beaucoup de langages sont une évolution d'autres langages. Donc tu vas retrouver des éléments, tu as des espèces d'arbres de héréditaires te disant ok, ça on voit que ça vient de là, ça on voit que ça vient de là, on voit que les idées et on voit des familles même de langages. Mais basique, il est un petit peu à part, quoi. C'est vraiment un projet original quelque part. Alors derrière il y a une énorme descendance avec plein d'autres produits, mais on a un peu l'impression que le langage est né comme ça. Et là on se rend compte que il est né comme ça parce que c'est la même équipe. Mais on voit qu'ils sont pas arrivés directement avec le langage. Ils ont fait plusieurs essais pour essayer de concevoir leur produit qui se voulait accessible, rendre l'informatique accessible à tout le monde. C'était pas une souris, c'était pas des écrans graphiques, c'était pas du touch, mais c'était déjà la même volonté, rendre l'informatique accessible à tout le monde. Ça devait être une chouette époque, où tout était à faire et c'était pouvoir à l'imagination et se mettre autour de la table et commencer à écrire des trucs et se dire tiens voilà, ça peut peut-être fonctionner, essayons. Et puis voilà, moi je trouve ça assez passionnant. Effectivement, l'article d'origine est bien plus long, ça doit se lire à mon avis comme un roman, et donc c'est une belle histoire. Dope. Merci Benoît d'avoir toi-même exhumé cet article. Enfin, ceci dit, l'article est récent, mais on aura encore l'opportunité, me semble-t-il, d'avoir ce genre d'informations qui va remonter à un moment ou à un autre. Je repensais il y a pas tellement longtemps à cette idée qu'on nous avions eue il y a déjà quelques temps et qu'on va pas pouvoir faire encore maintenant parce que c'est pas possible. C'était d'aller visiter ensemble ce fameux musée de l'informatique près de chez toi, Benoît, à Namur. Il y a un très très beau musée, une belle collection, enfin plusieurs collections
même qui ont été réunis entre guillemets, et il y a du matos, du très très beau matos, et donc il y a certainement des choses à en dire aussi. Et donc à l'occasion, on ira promener quand on aura le temps et quand ce sera possible, une de nos caméras dans ce coin-là pour aller un petit peu vous ramener des images de tout ça et vous inciter peut-être à vous aussi, pourquoi pas aller au musée et creuser. Creuser. Quand on parle d'archéologie, c'est assez logique de creuser. Quand le gratuit n'est plus gratuit, c'est toi le produit. En tout cas, c'est toi le pigeon. J'ai envie de dire, c'est une mésaventure qui va arriver à pas mal de gens, j'ai l'impression, Sébastien. Ouais, je crois que c'est inévitable d'une certaine façon. Les sociétés se réinventent, cherchent, expérimentent avec leur business model et font des changements qui ne sont pas toujours à l'avantage des utilisateurs ou des clients que nous sommes. Dernier exemple en date, le gestionnaire de mots de passe qui s'appelle LastPass, qui avait une offre gratuite assez généreuse, qui va serrer un peu la vis de ce côté-là, qui va imposer des nouvelles restrictions sur son offre gratuite. En gros, la restriction qui va apparaître à partir du 16 mars, c'est-à-dire dans un mois, c'est soit vous utilisez la version mobile sur vos appareils mobiles, tablettes et téléphones, soit vous utilisez la version desktop, mais vous ne pouvez plus utiliser la même version pour les deux, et donc synchroniser aussi les mots de passe entre les mobiles et les desktops, ce qui est un des gros avantages des gestionnaires de mots de passe. Alors c'est un peu malheureux si vous utilisiez LastPass, moi je l'utilise pas, mais je voulais réfléchir plus largement. J'en utilise un autre que je paye en plus, je n'utilise pas la version gratuite, mais réfléchir plus largement sur ces versions gratuites de logiciels, c'est sur ces modèles business surtout, et puis les temps sont durs pour tout le monde et tout le monde doit se réinventer. Donc d'un côté, je peux comprendre la décision de la société qui est derrière ça, quand je me place de mon côté consommateur, payeur, c'est jamais une bonne surprise de tomber sur ce genre de nouvelles. Bonne nouvelle cependant, en cherchant un peu pour préparer l'enregistrement du podcast aujourd'hui, j'ai trouvé un article récent de PC Mag qui compare 11 gestionnaires de mots de passe. Donc il y a quand même du choix en dehors de LastPass. Moi j'utilise 1Password, je ne suis pas payé par eux pour le dire, mais je le dis. Il y a des versions, il y a des open source aussi. Il y a Dashlane, il y a BitKeeper qui est très connu. Donc voilà, il y a du monde dans cette catégorie. Zoho aussi, si vous n'utilisez pas encore de gestionnaire de mots de passe, faites-le. N'utilisez pas la version du 19e siècle comme le font mes parents avec un petit carnet sur lequel ils notent les mots de passe et puis ils les biffent de temps en temps, ils les changent. Et utilisez ces applications qui ont des plugins pour les browsers, qui synchronisent les mots de passe, qui vous retrouvez les mêmes mots de passe sur votre téléphone et sur votre desktop. Et puis des fonctions plus avancées, des fonctions qui m'amusent et qui me fait gagner du temps avec 1Password, c'est la possibilité de générer les one-time passwords, vous savez, les petits codes d'authentification à deux facteurs dans l'application eux-mêmes. Et donc, après avoir injecté le username et password à l'écran, il me dit, tiens, j'ai mis le one-time password dans le clipboard. Et donc, quand on arrive sur la deuxième page, on peut juste faire commande V, ou CTRL V sous Windows. Et il restaure le clipboard, le contenu du clipboard après. Donc le one-time password s'efface, il va remettre ce qui était avant. C'est la longue URL qu'on avait copiée et qu'on pouvait garder quelques minutes ou ce truc-là. Enfin voilà, c'était pas pour faire d'appui pour l'un, c'est pour vous dire que ces outils on le sent bien. Ça paye bien ou si je le laisse faire, il va démolir les autres après. Alors Dashlane, ça va pas, ça va pas, machin, etc. Je connais pas les autres. Mais non, ces outils vous permettent d'augmenter votre productivité et surtout d'augmenter la sécurité, parce que il n'y a rien de pire en hacking que d'utiliser le même mot de passe sur tous les sites web. Vous en faites craquer un et on va accéder à tous vos comptes. Et là, vous pouvez vous permettre d'utiliser un mot de passe différent par site web. Ouais. Avec un petit système mémotechnique, tu peux aussi te permettre d'avoir un mode, si t'as pas trop de services, il faut être clair, parce que voilà, à un moment donné, ça va bien. Mais moi, j'ai fait ça longtemps avec un petit système dans ma tête. Je retrouvais, j'avais plus besoin même de retenir les mots de passe. Je savais quelle était la clé et voilà, je faisais ma petite popote. Voilà. Mais c'est vrai que le fait de ne pas devoir les retaper, par exemple, ça c'est un plus. C'est ce qu'offre souvent ce type d'application.
maintenant, c'est aussi une facilité. Il faut être très clair là-dessus. On vous a mis les liens, hein, comme toujours d'ailleurs, les sources de ce dont on parle, c'est sous la description, enfin c'est dans la description de la vidéo ou du podcast ou sur notre site lestechno.be. Un petit avis, une petite opinion de la part de Benoît sur cette question de password gratuitiel. On voit sur le Twitch avec Mr. Ghoster qui nous dit que la formule actuelle, en fait, apparemment, c'était déjà la même formule il y a 3 ans. Oui. Et à l'époque, il était client payant et il était passé sur l'offre gratuite. D'accord. Donc c'est un c'est un retour en arrière. Ils ont fait une petite erreur stratégique, sans doute, qu'ils essayent de corriger maintenant. Voilà, c'est possible aussi. Hein, Ceci étant dit, un service gratuit qui gère tes passwords, moi, je fais un peu de mal quand même. Non. Quelle est la qualité de service derrière quand c'est gratuit? Tu peux pas te plaindre en plus. Non, c'est le même logiciel, c'est la même qualité cryptographique. Oui, bien sûr. Tu perds en fonctionnalité qui te donne du confort, comme justement dans cet exemple aussi, la synchronisation avec ton portable par exemple. Il faut savoir ce qu'on entend par version gratuite. Est-ce que c'est une version d'essai qui te conduit à un moment donné à payer ce qui va bien pour le faire fonctionner, ou est-ce que c'est une version limitée qui peut durer dans le temps? C'est toujours ça aussi qu'il faut évaluer quand on tombe sur ce type d'application. Mais pour moi, je pense que la sécurité n'a pas de prix. Enfin, maintenant, il faut quand même le calculer un petit peu. Il faut pas non plus exagérer. Mais voilà, c'est une question de sécurité. Vous n'êtes pas sûr de retenir vos mots de passe. Faut mieux peut-être se faire aider d'un outil informatique. C'est juste l'endroit idéal, quoi. C'est plus facile ça qu'un boulier ou qu'un tatouage dans l'oreille du chien ou un truc comme ça. Enfin, bref. On peut passer à la suite. J'entends un petit bruit. Ça, je pense que c'est le chat. Est-ce que le chat n'est pas en train de jouer Non, c'est pas le chat, c'est ma chaise qui fait un peu de bruit. Ah, d'accord, ok. Je pensais que c'était le chat, parce que là, tantôt, il y avait une petite clochette, c'était le chat. Ça, c'était le chat, ok. J'ai l'oreille. On est à la lettre M comme Mars. Quand ça bouchonne en orbite de Mars. Juste avant d'enregistrer, on se regardait tous en se disant c'est à quelle heure. Je rappelle que nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 18 février 2021. Nous sommes en direct, donc certains peuvent en témoigner, il est 21h01. C'est dans 54 minutes, normalement, que va atterrir un objet humain. Une machine sur la planète Mars. Voilà. Comme ça, c'est dit. On connaît l'horaire maintenant. Et donc, on va se dépêcher de terminer l'épisode. Encore une fois. Oui, on fait une revue de presse, donc forcément, on est lié à l'actualité. J'avais prévu de parler de ça avant de savoir que la sonde américaine allait arriver en banlieue de Mars ce soir. Donc, c'est pas pour accrocher à l'actualité. Mais au fait, si vous écoutez l'actualité depuis quelques semaines, on n'arrête pas de vous parler de Mars, et ça a titillé ma curiosité en me disant mais pourquoi et combien? Et vous savez combien il y a d'orbiteurs autour de Mars là maintenant, à l'heure où on parle, sans compter l'américain qui est en train d'arriver? On était à 8. On était à 8 orbiteurs qui tournent autour de Mars, puisque avant l'américain qui devrait arriver là maintenant, en fait, lui, c'est pas un orbiteur, il va se poser d'ailleurs, c'est un robot qui va se poser tout à l'heure. Il y a la Chine qui a envoyé un orbiteur, ils ont aussi le plan d'atterrir un peu plus tard, mais ils sont plus prudents, ils vont rester en orbite pendant quelques temps, au moins jusqu'au mois de mai avant de se poser. Il y a les Émirats Arabes Unis, et c'est ça que je trouve intéressant aussi, souvent quand on parle d'espace, on parle de la Russie et des États-Unis globalement, un peu de la Chine maintenant, parfois de l'Europe, mais Émirats Arabes Unis, c'est la première fois que j'entendais que les Émirats Arabes avaient ne fût qu'un lanceur. Non seulement ils ont un lanceur, mais ils ont mis un objet en orbite. Il est arrivé le 9 février, donc c'est tout récent, il y a 10 jours. Il y a d'autres orbiteurs de la NASA qui sont en orbite aussi, et il y a une super page wiki avec la liste de tous les projets. Vous savez quand est-ce qu'on a envoyé un objet vers Mars pour la première fois? Je vais pas le dire, moi parce que je l'ai lu. Dit naïvement dans les années 80, dans les années 70. Non, monsieur. 10 octobre 1960, c'était les Russes. Ça n'a pas réussi. Ouais. Mais c'est pas nouveau, quoi. Ça fait 60 ans qu'on envoie des bidules vers Mars. En remontant dans cette liste, j'ai trouvé un truc amusant aussi. C'est un échec de la NASA. Je suis en train de scroller dans la liste pour essayer de le retrouver. Je le retrouve pas. Si, voilà. Mars Climate
Climate Orbiter, lancé le 11 décembre 98, donc il y a 23 ans déjà. Et il devait se mettre en orbite autour de Mars, mais il s'est approché un peu trop vite et on ne sait pas ce qui est arrivé. Soit il s'est crashé à la surface de Mars, soit il a rebondi puisqu'il y a une atmosphère à Mars, donc il peut rebondir et il est quelque part dans l'espace aujourd'hui. Et c'est un bug logiciel, et donc ça nous rattache au techno et à l'informatique encore, et j'aime bien les histoires des bugs logiciels. Un bug logiciel entre la NASA et un de ses sous-traitants. Le sous-traitant, c'est Lockheed Martin, pour ne pas le nommer, qui s'échangeait des informations, notamment des informations de force à donner sur la propulsion des moteurs pour ralentir l'appareil quand il approche de Mars et qu'il se mette correctement en orbite. Et il se trouve que Lockheed Martin envoyait des informations en pound force par seconde, donc le pound en utilisant le système métrique anglais, et que la NASA interprétait ces données reçues, ces chiffres reçus par le module de Lockheed Martin en newton par seconde. Donc il y a à peu près un facteur de 4,45, je fais mon malin là, c'est écrit sur Wikipédia, entre les deux. Et donc forcément, s'il y en a un qui envoie 1 et que l'autre pense que c'est 4, c'est pas les bonnes forces qui sont appliquées au moteur, et le bidule s'est crashé. Moi, ce qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est que ça n'a pas été détecté en test plus tôt, enfin dans les tests d'intégration. C'est un projet à 327 millions. Mais des fois, c'est un truc à 3 centimes qui fait péter tout le bazar, quoi. C'est souvent comme ça. C'est une des explosions de fusées d'Elon Musk relativement récentes dans les différents tests. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que le problème venait du fait qu'il y avait eu un objet, enfin un organe entre guillemets proche des moteurs qui avait été câblé simplement à l'envers. Tout simplement. Là aussi, on peut dire c'est des millions de dollars, des mecs qui étaient contrôle sur contrôle, sur contrôle, machin, etc. À un moment donné, c'est comme quand vous lisez un bouquin, il peut y avoir une faute d'orthographe dedans et plus personne ne veut la voir après la 10e lecture. C'est un peu ça, hein. Voilà. Le rover de la NASA, de la NASA d'il y a 10 ans est toujours là. Mal garé d'ailleurs, il ferait bien de le déplacer. Les Chinois vont descendre un lander également à partir du mois de mai. Ils vont déployer un rover à partir de là. Il y a le second rover de la NASA qui arrive là ce soir, qui lui va lancer un petit hélicoptère pour aller explorer un peu plus loin que ce que le rover ne peut le faire. Donc on est pas encore au périph' de Paris à 18h, mais ça commence sérieusement à faire du trafic autour de Mars. Et pourquoi est-ce qu'on va sur Mars, vous allez me dire ? Pour quelques raisons. Il y a une raison d'exploration. C'est dans la nature humaine d'aller au-delà de l'au-delà, de monter en haut de l'Everest pour aller voir ce qu'il y a là. Il y a toujours cette illusion d'envoyer l'homme sur Mars aussi, donc il faut étudier les endroits possibles et surtout la possibilité de ramener quelque chose de Mars, ce qu'on n'a jamais fait encore jusqu'à présent. Tous les spécialistes s'accordent à dire que c'est pas encore pour demain, 2040, 2050, parce que le voyage est long, parce qu'on va probablement d'abord construire l'endroit où les hommes pourront rester en toute sécurité. On le fera probablement construire avant par des robots. Et donc le temps de faire ces missions-là, de construire, d'envoyer quelqu'un, de revenir, d'arriver à apprendre à vivre dans l'espace pendant probablement 2 ans et demi, qui est le temps d'y aller, de rester et de revenir, ou de vivre avec la gravité martienne qui est 3 fois 0,8 moins forte que celle donc il y a des conséquences sur le corps humain aussi qu'on ne maîtrise pas nécessairement encore. Donc un volet d'exploration intéressant, passionnant, dont j'espère on verra, nous, de notre vivant, une première page des hommes qui marchent sur Mars. Vu l'accélération ces 20 dernières années, on va dire, ou 15 dernières années, parce que tout ce qu'on voit là maintenant aboutir, c'est quand même le résultat de recherches de dizaines d'années. Hein. Ils sont pas dit avant-hier, tiens, on va bien faire un truc pour embêter les Américains, on va envoyer un truc sur Mars. Voilà. Non, ça date quand même. Est-ce que ce serait pas un petit relan de guerre froide, genre un truc un peu politique aussi quelque part derrière de suprématie, voilà, je suis capable de le faire. C'est un levier. Déjà, c'est la course à la Lune, c'était ça. C'est un levier politique, c'est plus que scientifique. Donc on peut imaginer que là aussi, il y a une espèce de bras de fer qui se joue entre la Chine, les États-Unis, etc. Je sais pas ce qu'en pense Benoît, il est dubitatif, pensif. Il y a une chouette série sur Apple TV+. Il n'y a pas beaucoup de séries sur Apple TV+, mais il y en a une chouette. Il y en a une, c'est celle-là. Non, il y en a 2 ou 3 de chouettes.
Ce qui est pas mal, quand tu penses qu'ils ont une dizaine en finale, qui s'appelle For All Mankind et qui donne un regard différent sur l'exploration lunaire, pour rebondir sur ce que je disais à l'instant, Marc, où en fait les Américains arrivent deuxième et la compétition s'installe vraiment sur l'exploration lunaire. Et ça n'est pas et du coup l'exploration s'arrête pas parce que tu vois une fois que les Américains se sont posés sur la Lune, bon ils étaient couillons, les Russes sont pas arrivés derrière, ça n'a pas la peine de continuer. Mais dans cette espèce de réalité alternative, ça s'arrête pas et ça monte. La bande-annonce de la 2e saison vient d'être mise en ligne et apparemment ils s'orientent vers une guerre froide un peu moins froide que ça sur la Lune. D'accord. Bon, bah c'est dans la série, c'est dans la série. Mais oui, c'est une série, mais c'est une parce que parallèle, si tu veux. Dès qu'il y avait plus de Challenger, les Américains ils se sont dit, c'est bon, c'est fait. En 2020. Voilà, c'est ça. En lisant tous ces articles aussi, je reviens à ça, je me suis posé la question, mais pourquoi en l'espace de 2 semaines, il y a 3 pays qui envoient des sondes, ou en tout cas les sondes arrivent là maintenant sur Mars. Pourquoi maintenant? J'ai trouvé la réponse. Ouais, c'est à peu près ça. On n'a jamais été aussi proche de Mars, donc à cause des orbites qui sont elliptiques, etc. Et la distance entre les planètes varie. Et il se fait que là, pour le moment, on est relativement proche de Mars. Donc c'était le bon moment. Ça raccourcit de quelques centaines de milliers de kilomètres le voyage. C'est souvent pour ça que ce sont des rendez-vous quelque part aussi liés aux contraintes mécaniques, techniques. Donc voilà, affaire à suivre. Donc 21h55. Nous on ne sait pas si ça a marché ou pas, parce qu'en plus de ça il y a un délai. Je pense qu'il y a 9 minutes, de la communication. Ça assez long. Un peu de latence. Donc il y a un peu de latence. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas encore d'humain sur Mars, donc on verra pas le décalage avec ses lèvres. N'importe quoi. Et de toute façon, pour l'instant, on est obligé de porter un masque, donc ça se verra pas de toute façon. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est quand même ce robot qui va creuser, forer, etc. Ce qui est important de dire, c'est que pour la première fois aussi, l'objectif, c'est de ramener des minerais prélevés sur Mars, les ramener pour les analyser chez nous, ici sur Terre, ce qui est quand même beaucoup plus simple. Enfin, je veux dire, c'est plus simple de les analyser ici que d'envoyer la laborantine. Micheline, tu vas aller chercher un prélèvement, s'il te plaît. N'oublie pas ta pelle. N'oublie pas ta pelle. Donc voilà, ça c'est quand même aussi, on va pouvoir savoir s'il y a eu de la vie sur Mars, peut-être, voilà, avec ces différentes analyses. Affaire à suivre, donc. Nvidia, N comme Nvidia, c'est là qu'on est dans notre épisode qui traîne un petit peu, mais c'est pas grave, on peut prendre le temps de bien expliquer les choses avec ça frissonne ça un peu partout, parce que ARM, c'est un petit peu la boîte qui pour l'instant tout le monde regarde ce qui se passe avec ARM suite à la sortie du fameux processeur M1 chez Apple, etc. et cette architecture qui tout d'un coup a de nouveau le vent en poupe. Le rachat d'ARM par Nvidia, ce serait quand même un truc ce serait très surprenant, Benoît. Ça a été annoncé il y a quelque temps, le rachat de ARM par Nvidia. Par contre, la news, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'acteurs qui contestent ce rachat. Donc évidemment, les autorités de la concurrence s'intéressent au rachat, étudient les choses, et on a maintenant Qualcomm, Google, Microsoft et Huawei qui ont fait savoir à leurs régulateurs respectifs que ce ne serait pas une très bonne idée, ça aura un impact assez négatif sur la concurrence. Leur argumentaire étant de dire qu'évidemment, Nvidia, quelque part, est dans une situation... le modèle de ARM est très particulier, puisque le principe, c'est on achète une licence et on fabrique ses puces. Ils sont les seuls à proposer des puces de ce type-là, enfin, à proposer de la propriété intellectuelle pour fabriquer une puce, mais pas fabriquer des puces. Et là, brusquement, on a un fabricant de puces qui veut les racheter, et donc un certain nombre d'acteurs se disent oui, mais attention, ça veut dire que nous, on pourra peut-être plus difficilement intégrer les puces, enfin faire nos propres puces, on va peut-être avoir des contraintes, on peut imaginer qu'NVIDIA se garde certaines améliorations ou certains choix d'architecture, ça crée une situation de concurrence
potentiel entre le fournisseur de la propriété intellectuelle et un certain nombre de ces acteurs. Et en particulier, on peut comprendre que Qualcomm, par exemple, se disent oui, non, mais attends, un autre fondeur qui possède ARM, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et donc, du coup, il est un petit peu tôt pour savoir quels seront les résultats, parce que les régulateurs sont en train de prendre note de tout ça, d'étudier le dossier, mais le rachat est pas encore automatique. Ok. C'est un phénomène assez amusant, c'est que en parallèle de ça, il y a cette architecture open source RISC-V qui, je sursimplifierais si je disais c'est une espèce d'arme open source parce qu'il n'y a vraiment pas la même maturité, mais on en parle, je trouve, énormément depuis l'annonce du rachat de ARM par Nvidia. Il n'y a pas énormément de puces, si ce n'est des puces vraiment très spécialisées, faites par un fabricant pour son usage propre. Enfin, on est clairement pas au même niveau de maturité, mais ça pourrait, je pense que si je commence à me demander si Nvidia réussit à racheter ARM, s'il y aura pas un vrai mouvement de bascule de certains acteurs vers RISC-V, voire peut-être, indépendamment du fait qu'il y ait le rachat, certains vont peut-être se dire c'est quand même risqué ce qu'on fait là, une solution open source serait peut-être plus satisfaisante. Et ça pourrait donner un coup de boost à ce projet open source. Ouais. C'est pas la première fois qu'il y a des bisbrouilles autour d'une architecture de processeur ou autour d'une marque de processeur, d'un fondeur. J'avais un petit trou de mémoire, ce qui fait que je me suis tourné vers l'autre écran pour avoir quelques références. Mais si vous vous rappelez bien, Jack Tramiel, qui était le patron de Commodore 64, enfin de Commodore, et qui a créé le Commodore 64, etc., a eu le même type de problème avec les machines à calculer, ce qui était son premier métier, enfin son second métier après les machines à écrire. Il a fait des machines à calculer sur base d'un processeur qui était Texas Instruments. Et Texas Instruments, et donc il a fait beaucoup d'argent avec ses calculatrices, avec ce processeur Texas Instruments, jusqu'au moment où Texas Instruments a dit « Oh, ben on peut les fabriquer nous-mêmes, les calculatrices ». Et ils ont fait la TI-25, la TI-30, qui ont eu un succès mondial, etc., et qui auraient pu mettre en faillite totale, ce qui était d'ailleurs quasiment le cas, Commodore à l'époque, parce que ils avaient la primauté, entre guillemets, sur le processeur, et donc ils pouvaient appliquer le prix qu'ils voulaient, et donc quasiment ils vendaient à perte par rapport au prix pratiqué à la revente du processeur. Et donc ils ont été trouver une autre entreprise qui avait la licence de fabrication de ce processeur, mais à un prix plus bas, pour pouvoir continuer à fabriquer des machines à calculer. Voilà pour la petite histoire. Et donc là on se retrouve devant, et ça date des années 80, hein, donc ça date pas d'hier. Donc on se retrouve finalement, l'histoire se répète, mais dans d'autres schémas et avec sans doute d'autres moyens derrière également. Si je dis pas de bêtises, on est sur des cas similaires, non ? Ah non, je passe. J'ai dit une énorme bêtise. Qui doit répondre. Je ne sais pas. Il y a des énormes enjeux avec ARM, puisque les processeurs, les architectures ARM sont au centre de nos téléphones portables. Donc on parle de milliards d'appareils. Et comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les technos, oui. Les architectures ARM est en train de se déployer de plus en plus dans les data centers aussi, parce que ça coûte moins cher, et en général c'est plus performant et ça consomme moins d'électricité que les architectures équivalentes, on va dire x64 pour faire court, donc Intel, AMD. Et donc voilà, avoir Nvidia qui contrôle la propriété intellectuelle de ce design, de cette architecture, est effectivement quelque chose que je comprends. Les grands acteurs de l'IT que Benoît a mentionné, Google, Microsoft et les autres, peuvent lever des inquiétudes toutes légitimes. C'est tout bénéfice pour l'utilisateur, si je dis pas de bêtises, ce genre d'enjeu. À un moment donné, le gagnant, ça devrait être nous. Moi, je vois les choses comme ça. Hein. Non, Benoît est dubitatif. Je vois pas en quoi nécessairement on va gagner, parce que le modèle qui est appliqué par ARM a permis vraiment le développement de produits vraiment performants et à des prix intéressants. Si brusquement tu as une structure qui vient dessus et qui dit moi je monte les prix, je sais pas en quoi on va gagner.
Ouais. Non, je parlais justement, oui, prix, le rapport prix-performance. C'est évidemment vers ça. Enfin, c'est ça l'intérêt du public. On a vu l'engouement pour les nouveautés Apple, processeur M1, etc. On voit qu'il y a une attente de ce côté-là, c'est-à-dire de la performance à un prix raisonnable. C'est ça le buzz dans l'histoire. Voilà. Donc effectivement, si les prix restent hauts, enfin, si on considère que voilà, ça a plus de valeur et que donc les gens vont quand même payer, hein, ils n'ont pas beaucoup de sous, mais on va leur prendre quand même. Là, évidemment, ça c'est un autre problème. Là, c'est pas notre avantage du tout. Bon. C'est le risque de cette fusion-acquisition. Ouais. Oui. Est-ce que ça sonne le glas de Intel comme on le questionne dans le chat, Benoît? Non. Je pense que c'est la difficulté qu'Intel a, c'est quand on le voit avec le M1, le modèle d'Apple et ce qui leur donne la force, c'est de contrôler à la fois le logiciel et le matériel. Puisque c'est quoi le principe du M1? C'est d'avoir énormément de coprocesseurs spécialisés qui font que des fonctions vont être beaucoup plus rapides, et comme c'est l'OS qui donne accès aux applications à ces fonctions, automatiquement les applications s'accélèrent. Intel n'ayant pas le même niveau de contrôle et le même niveau d'intégration, dans une situation un peu plus compliquée. Mais ça, quelque part, je vois pas en quoi le rachat d'ARM par Nvidia viendrait impacter ça. Sauf si effectivement, ce qui est aussi un scénario, mais c'est pas celui auquel les différents acteurs que j'évoquais pensent, Nvidia se dit, voilà, je commence à vendre à perte et j'inonde le marché avec des puces très très bon marché, très performantes. Ok. Moi, je le vois. Je pense que la question Intel, elle est un petit peu indépendante de la question du rachat. D'accord. Ok. Donc il n'y a pas de causalité. D'Intel est peut-être pas aujourd'hui celui qui est le plus à même d'offrir la meilleure performance. Ok, bon, ben voilà, ça a répondu à... Je ne sais pas qui, c'est Knigl. Il n'y a pas de voyelle, il n'y a plus rien, c'est Knigl. Peut-être Cubignol, je sais pas. On a encore mis trop de mots, ce qui fait que ça déborde. Donc on est à la lettre S. Évidemment, on a des informaticiens cette semaine, donc on va parler informatique et on va parler piratage, évidemment. Sébastien, si je dis pas de bêtises. Là. Je plaide coupable pour le titre trop long. Mon honneur, votre honneur. Pardon. Oui, c'est ça. Supply chain attack, c'est quoi? C'est un terme un peu barbare qui définit une tendance qu'on est en train d'observer depuis quelques semaines. Vous avez certainement entendu parler de l'attaque SolarWinds, et je crois qu'on en a parlé assez brièvement d'ailleurs au Techno il y a quelques semaines. Donc SolarWinds, c'est cet éditeur logiciel qui fait une application qui s'appelle Orion, qui est une application de gestion de réseau, qui est utilisée par toutes les grandes sociétés de la planète et plein d'agences gouvernementales, surtout aux États-Unis. C'est une application de gestion de réseau, de monitoring de réseau, quelque chose d'assez classique. Et comme vous le savez, attaquer par l'extérieur de la maison, c'est parfois assez difficile. Il faut trouver une porte d'entrée, il faut compromettre des systèmes. C'est pas toujours on se fait repérer. Si notre but c'est plutôt d'observer et de collecter de l'information, pourquoi ne pas le faire par l'intérieur? Et l'attaque SolarWinds et l'attaque de Centrion, dont je vais parler juste après, ce sont des attaques qui visent le code source de ces logiciels. Donc les attaquants, je vais essayer de parler français, sont rentrés... Les vaillants attaqueurs. Les attaquants sont rentrés, on ne sait toujours pas comment d'ailleurs, dans le réseau de la société SolarWinds, et ils ont été modifiés le code source. Donc le code source, ce sont des lignes de code, si vous n'êtes pas programmeur, les lignes de code qui composent un logiciel, du logiciel Orion, de manière à rajouter un petit fichier avec des fonctionnalités complémentaires, une partie du code source, et 2-3 lignes de code quelque part à un bon endroit pour activer cette fonction. Et donc, comme ça se fait au niveau du code source, après le code source est compilé, il est testé, il est signé par l'éditeur, il est mis à disposition des clients de cet éditeur de logiciel pour télécharger. Donc les clients téléchargent d'une source sûre, c'est l'éditeur lui-même, c'est le logiciel fabriqué par l'éditeur. Sauf que il y a ces quelques petites lignes de code en plus qui font qu'on ouvre ce qu'on appelle en anglais une backdoor, une porte dérobée en français. Alors comment fonctionnent ces systèmes? Sur celui d'Orion, le système, une fois activé, d'abord il était extrêmement prudent, ce qui est
très rare dans le monde des attaques informatiques. Donc ce logiciel faisait d'abord toute une série de tests pour voir s'il était vraiment déployé sur le réseau d'un client et pas sur le réseau de SolarWinds. Est-ce qu'il n'est pas dans un environnement de test? Est-ce qu'il n'est pas sur une machine de forensique, une machine d'analyse des testeurs en sécurité? Est-ce qu'il y a un débugger qui tourne, qui est attaché? Est-ce qu'il y a tel et tel fichier qui montrerait qu'on est dans un environnement de test pour essayer de comprendre ce qui se passe? Et si tout est calme, donc c'est vraiment l'équivalent d'aller regarder par la fenêtre, est-ce que tout est calme? Si tout est calme, alors il contacte un serveur sur le réseau. On appelle ça un command and control, un C2, qui va lui donner des ordres, qui va lui dire exécute telle commande et renvoie-moi le résultat. Un command and control, ça peut servir à uploader, donc à envoyer au logiciel d'autres logiciels pour faire d'autres tâches dédiées. Voilà, on peut contrôler la porte dérobée. Ça permet aux attaquants de faire des actions additionnelles dans le réseau ainsi compromis, sans nécessairement devoir envoyer des gros logiciels dès le départ, puisque c'est un tout petit logiciel qui va se connecter à un serveur pour aller rechercher le reste des actions qu'il doit faire. En France, l'ANSSI a repéré cette semaine et a publié il y a 3 jours un rapport sur une attaque similaire qui vise aussi un logiciel de monitoring de réseau qui s'appelle Centréon, qui lui travaille un peu, la porte dérobée travaille un peu différemment. C'est un web shell. Alors un web shell, c'est une page PHP dans ce cas-là, qui est ajouté au niveau du code source dans le logiciel Centréon. Et comme c'est un logiciel qui se déploie en général at the edge, donc au bord du réseau, il est accessible par Internet, l'attaquant peut vérifier si l'URL de son web shell y est présent. Si elle est présente, il tape un mot de passe a priori connu de lui, qui va décoder la charge de travail, le payload du reste du web shell, qui va donner une très jolie, c'est dans le rapport de l'ANSSI, on voit des screenshots, une très jolie interface web qui permet d'exécuter des commandes, de se connecter à une base de données, de se connecter à un serveur FTP, de télécharger des fichiers, d'uploader des fichiers. Enfin, on est comme chez soi sur ce serveur-là et on peut commencer à exécuter des commandes autres. Dans les 2 cas, l'attaque, au lieu de viser des centaines d'agences gouvernementales et des grosses sociétés, va directement à la source, va chez le fournisseur, chez l'éditeur de logiciels et va mettre dans leur chaîne de déploiement du code. Dans le cas de SolarWinds et d'Orion, c'était particulièrement bien fait parce que le nommage des fichiers qui ont été rajoutés, les lignes de code qui ont été rajoutées respectent les conventions de nommage des variables, le style. Si vous développez du code, vous savez que dans une société en général, il y a des règles qui dit voilà la parenthèse ouvrante ou le curly brace, Benoît, l'accolade ouvrante, on la met sur la même ligne ou on la met à la ligne suivante. Donc il y a des conventions d'esthétique de code et ils ont été jusqu'à respecter toutes les conventions d'esthétique de code de la société SolarWinds. Donc il y a une vraie volonté de passer inaperçu sous les radars, très longtemps, parce que cette attaque-là, au niveau du code, elle a été probablement 1 an et demi, 2 ans avant qu'on détecte. Et donc pour avoir cette patience, pour avoir les ressources, parce qu'après il faut des serveurs de contrôle et commande qui restent, qui tournent, qui attendent des commandes, etc. Pour avoir cette patience et cette volonté de passer inaperçu pour ne se déclencher que quand le truc est sûr qu'il est sur un réseau d'un client. Faut être suisse. On soupçonne, il faudrait demander à Thierry ce qu'il en pense, on soupçonne des groupes étatiques dont le but là n'était pas évidemment de faire du ransomware comme oui, ça. Les voyous le font, mais là on soupçonne de l'espionnage d'État pour aller chercher vraiment des renseignements, soit industriels, soit politiques, quand ce sont des agences gouvernementales qui sont choisies. Donc je trouvais ces attaques particulièrement subtiles, bien exécutées, puisqu'il a fallu plus d'1 an, 1 an et demi dans le cas de SolarWinds avant qu'on la trouve, et particulièrement intelligente. Je suis pas en train de valider évidemment ce genre d'attaque, mais c'est aussi pour nous rappeler que nous sommes dans une situation de guerre aujourd'hui entre certains États. Souvent on nomme la Russie, on nomme les États-Unis, on nomme la Corée également. J'ai pas d'éléments évidemment pour pouvoir ni accuser ni affirmer. Alors il faut citer tous les autres, le Liechtenstein. Mais ce sont ce sont les noms qui reviennent souvent. Et nous sommes vraiment dans une guerre informatique à ce niveau-là, parce que là on parle de la Russie, mais les Américains ont déjà introduit des virus dans des centrales, dans des usines de production d'uranium
en Iran. On est sur une guerre qui ne se voit pas, il n'y a pas de bombardement de prise d'otages, mais il y a une guerre informatique de tous les moments qui est en train de se jouer depuis plusieurs années entre ces États. Pour ceux qui nous écoutent, alors tout ça semble un petit peu abstrait parce que voilà, on a cité des entreprises, des programmes, etc. Que voilà, c'est pas entre guillemets l'usage quotidien des gens, mais ça touche quand même des entreprises que l'on connaît bien et un grand nombre d'entreprises, plus d'une trentaine d'entreprises, en tout cas même sans doute plus, mais parmi des grands noms comme Apple, Tesla, Microsoft, par exemple. Total pour l'attaque Centrion par exemple, ce sont le nom de ces clients-là. Alors comment se protéger? D'abord pour monsieur et madame Michaud, il n'y a absolument rien à faire, hein. C'est pas vous qu'on vise là, on parle d'États qui visent des industriels ou des politiques. Donc c'est pas des attaques pour mon portable ou mon desktop à la maison. Pour les entreprises, toujours mettre à jour ces versions, encore et toujours, je mets toujours avec les mêmes bases. Limiter les connexions réseau qui sortent. Dans les deux cas de figure, il y a des connexions qui sont émises, qui ne devraient pas être émises, donc ça doit pouvoir se contrôler, d'ailleurs c'est comme ça qu'on les a détectées. Et puis dans le cas des web shells, filtrer également les connexions rentrantes avec des firewalls, avec des web application firewall, filtrer sur les URL, des URL connues en tout cas par les web shells, qui sont utilisées par les web shells. Ok. Alors, on t'a un tout petit peu perdu au niveau du son. Le son devenait un petit peu sourd entre guillemets, mais je pense que c'est quand tu parles moins fort, les algorithmes recalculent pas très bien, et donc ils ont un peu tendance à qu'est-ce qu'il dit là. les trois algorithmes qui nous servent à faire la communication. Le call, il a dit quoi le Belge? C'est pas un Belge, c'est un Français. Ouais, mais enfin c'est pareil. Donc mais on l'a compris ce que t'as dit. Non, monsieur, je suis belge. Mais donc voilà, c'est quand même très très inquiétant ce genre de truc. Finalement, on n'est plus à l'abri nulle part. J'ai presque envie de dire, et les grandes entreprises encore moins, parce qu'elles sont quand même. Enfin, j'imagine que le gros de leur budget leur sert à se défendre plus qu'à éditer du contenu ou à créer des nouvelles applications, etc. C'est ça qui fait peur quelque part. Ici en France, le gouvernement a annoncé de mettre 1 milliard d'euros sur la table pour renforcer la formation, les infrastructures, la détection, 1 milliard d'euros. Les États-Unis ont augmenté significativement leur budget également, et puis il y a des nations championnes, celles qu'on a citées. Israël aussi est un grand acteur dans la cybersécurité. Une autre attaque qui n'a rien à voir avec celle dont je viens de parler, mais qui montre quand même le risque ou les risques. Ça s'est passé la semaine passée dans une petite ville aux États-Unis, en Floride, si ma mémoire ne me fait pas défaut, où un attaquant encore non identifié à ce jour est rentré dans le système d'épuration d'eau de la ville et a pris contrôle des machines et a été détecté juste avant qu'il s'apprêtait à changer les ratios de produits qu'ils mettent pour nettoyer, je suis pas spécialiste du recyclage d'eau, mais pour purifier l'eau. Donc il allait changer les doses, puisque ça se contrôle par logiciel aussi. Là, l'attaquant n'était pas discret du tout, puisque c'était une prise de contrôle desktop, et l'opérateur a vu la souris se balader sur l'écran et cliquer sur des menus. C'est ça qui l'a alerté, ce qui montre qu'on avait accès à faire à des gens beaucoup moins professionnels que ceux dont je parlais avant. Mais voilà, c'est le genre. L'opérateur est rentré chez lui convaincu qu'il avait trop picolé l'après-midi. J'arrête. J'arrête l'alcool, c'est bravé. Donc là, ça a été arrêté avant. C'était une petite ville, 14 000 habitants, quand même. Donc imaginez ce que ça pourrait faire sur des gros systèmes. Il y a eu une alerte de l'administration américaine qui demandait à toutes les villes de vérifier les contrôles d'accès à leur système de contrôle d'eau suite à ça. Sur le chat, il y a Knigel qui nous signale que pour l'attaque Centrion, c'est une vieille version non supportée depuis 5 ans qui était vulnérable. Correct, c'est ce que Centrion a dit après que le rapport de l'ANSSI ait été publié. Qui dit oui, mais c'est pas notre dernière version, c'est une version open source qui n'est plus à jour, etc. Vous devriez pas utiliser cette version-là. Benoît, un commentaire? J'ai peur. Non, parce que sinon on est parti jusqu'à minuit, parce que j'aurais plein d'autres trucs effectivement à rajouter. Ou juste une synthèse ou un début de réflexion pour alimenter la conversation dans les commentaires. Ce que Sébastien attire l'attention est tout à fait correct. Hein. On est dans une situation où il y a des moyens
on dépend énormément d'outils informatiques qui sont très souvent pas sécurisés ou mal sécurisés. Et dans le cadre de mon travail, on a récemment eu une présentation par des experts qui avaient fait simplement des évaluations théoriques de différents vulnérabilités de systèmes physiques. Donc pas la centrale d'épuration d'eau, mais des choses du même genre. C'est effrayant. C'est effrayant à quel point ces systèmes ne sont pas sécurisés et à quel point ils peuvent avoir un impact extrêmement important sur la vie des gens. Donc on a vraiment des situations où, alors je vais pas te donner d'exemple ou quoi que ce soit parce que je pense que ce serait pas prudent, mais il est urgent effectivement que tous ensemble on prenne conscience de ça. Je suis plutôt personnellement un pacifiste, donc l'idée de partir en guerre me désole énormément, mais on a effectivement dans une situation où on a des gens qui pourraient mettre la vie d'autres en danger si on se dote pas de moyens de protection. On comprend mieux pourquoi certains gouvernements, certains pays, les plus puissants en général, ont des branches maintenant militaires liées à l'informatique et à la sécurité informatique, etc. Donc c'est pris très très au sérieux, pas uniquement pour attaquer. J'ose imaginer que c'est surtout pour se défendre. Je peux me tromper aussi, mais bon. Mais voilà, ça rend compte ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, on parlait de guerre froide là tantôt. Là, c'est une vraie guerre quelque part, mais sous les radars, quoi. Voilà, on se fait des coups bas et puis il y a des gens qui savent et puis il y a nous autour et on se prend quoi, on se prend la bourse qui s'éclate ou tu prenais l'exemple de l'usine d'épuration d'eau, tout le monde se tape une gastro, enfin voilà. Nous on ne voit que le résultat derrière. Voilà, c'est un peu flippant quand même, hein. Bon, on va essayer de terminer sur une note positive. Enfin, on va essayer. Est-ce comme Sennheiser, on n'a pas de oui mais non, hein, je vous le dis tout de suite, ne raccrochez pas tout de suite. Ne dites, s'il n'y a pas de oui mais non, je m'en vais. Non, on parle de Sennheiser. Sennheiser, fabricant bien connu, hein, de microphones, d'écouteurs également. Qu'est-ce qu'ils font encore d'autres, Sennheiser? Ils sont propriétaires de systèmes de conférences aussi, oui, bien sûr. Sennheiser qui a plusieurs branches professionnelles et une branche grand public. Voilà, donc ils ont effectivement plusieurs types de produits, comme tu le disais, et ils ont décidé ils ont sorti une annonce assez particulière en disant que voilà, ils cherchent un partenaire pour adosser leur division grand public. Alors, il ne s'agit pas d'une revente, mais ils ont en même temps indiqué qu'ils n'étaient pas complètement fermés à l'idée. Il ne s'agit pas de lâcher la marque Sennheiser ou quoi que ce soit, mais il s'agit de permettre à l'entreprise, de se concentrer sur les marchés professionnels. Et pour les marchés grand public où il faut de lourds investissements, de gros efforts, Sennheiser se rend compte quelque part qu'ils ont peut-être pas, en ne faisant, j'ai envie de dire entre guillemets, que de l'audio, ils n'ont peut-être pas les moyens d'être aussi compétitifs que d'autres acteurs. Par exemple, effectivement, c'est clair que tu parlais des AirPods tout à l'heure, qui sont devenus la petite icône là, la petite emoji, mais c'est clair que voilà, là on est sur des produits qui sont vendus en très très gros volume. Sennheiser vend des produits très haut de gamme, moyen de gamme, et qui deviennent difficiles d'être compétitifs parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes volumes que d'autres acteurs. Et donc voilà, ils ont sorti cette annonce. Moi, ça m'a un petit peu. Je me suis dit tiens, c'est un petit peu surprenant. J'avais prévu une brève, donc on va pas passer 2 heures dessus parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre, plus d'infos que ça. Mais voilà, ça montre aussi que quelque part cette compétition, elle fait que des marques qui sont connues, réputées, ils peuvent peut-être même s'essouffler un petit peu dans la recherche du produit grand public à un prix raisonnable. Ceci étant dit, usage personnel, mais c'est peut-être parce que je travaille dans le son, hein, je n'ai jamais acheté de produits grand public de Sennheiser. Pour moi, c'est une marque professionnelle qui avait accessoirement, qui vendait des casques, des écouteurs de bonne facture au grand public. On se rappelle tous de ces casques semi-ouverts avec les mousses jaunes dans les années 4. Voilà, ça sonnait super bien, c'était super flatteur pour les oreilles. C'était les premiers modèles entre guillemets de Sennheiser grand public. Et qui étaient très salissants
Et moi, j'en ai pas eu personnellement. J'ai des amis qui en avaient, mais Sennheiser, pour moi, c'est surtout les microphones, des choses comme ça. C'est assez marrant parce qu'ils ont en fait ça je l'ai appris récemment, j'étais complètement passé au travers. Ils ont une marque Sennheiser qui s'appelle Epos et qui est destinée aux gamers. Donc les casques pour gamers, etc. Sennheiser les fabrique, mais sous une autre enseigne, mais ne s'en cache pas du tout. Hein. C'est d'ailleurs Sennheiser qui fait toute la communication de manière très claire, à tel point qu'on se demande si c'est un modèle ou si c'est un début de vraie marque, un petit peu comme Logitech avec Logi, vous voyez, un peu de nuance comme ça dans les marques pour bien différencier les produits. Et donc voilà, est-ce que Epos, je pense que c'est Epos, j'ai peur de dire une bêtise, mais cette marque destinée aux gamers, entre guillemets, est-ce qu'elle fait partie du lot que Sennheiser lâcherait éventuellement, ou voilà. Affaire à suivre, comme on dit dans ce cas-là. Moi, je trouvais ça assez rigolo parce que quand j'ai vu la news, c'était sur un autre site d'information, et les écouteurs qui illustraient l'information, c'était des HD25 qui sont justement dans la gamme professionnelle, donc qui n'ont rien à voir avec la gamme dont on parle ici. Je sais pas si Sébastien avait une chose à rajouter par rapport à ça. Non, je suis content, tu m'as ramené dans le memory lane des casques jaunes en question que j'utilisais pour faire de la radio. Le problème, c'est que c'était un casque ouvert et donc il laissait sortir autant de son à l'extérieur. Donc c'est vers les oreilles. Ouais. Et donc dès qu'on se tournait pour regarder un truc, ça accrochait. C'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser en radio. Mais je me souvenais plus de ce casque. Ouais. Les casques semi-ouverts, c'est interdit en radio. Mais voilà, c'est... Que voulez-vous qu'on rajoute à ça ? Pas grand-chose, rien en l'occurrence, si ce n'est qu'on est arrivé au bout de cet épisode long, hein. Ouh là là, il est temps d'aller regarder les trucs atterrir sur Mars. Merci Sébastien, merci Benoît, évidemment. N'hésitez pas à partager cet épisode ou à parler de nous, en bien de préférence, sur vos réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, que sais-je, ou Clubhouse, si vous avez accès à Clubhouse. N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter également. Vous savez, c'est important, les commentaires, parce que ça fait vivre la communauté, et nous on aime bien ça, c'est la juste continuation, ça se dit, oui, continuité, enfin voilà, la suite d'un épisode. C'est un épisode qui se termine bien, c'est un épisode où il y a des commentaires derrière, et où il y a des gens qui viennent rajouter un petit peu leur expertise éventuellement, ou leur questionnement, et on essaye d'y répondre en général par la suite sur les différents commentaires, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Tiens, j'ai pas posé de questions, qu'est-ce qu'on pourrait demander aux gens pour être sûr qu'ils sont arrivés à cette 90e minute d'épisode? Qu'est-ce qu'on pourrait leur poser comme question pour être sûr, Sébastien? Sennheiser, c'est un piège. C'est déjà arrivé à l'écrire correctement. C'est ça. Non, AKG. Qui c'est Sennheiser? Bon, allez, on vous pose pas de questions. On vous laisse tranquille pour les commentaires. Je suis sûr que vous trouverez vous-même de quoi faire et de quoi réagir. On se dit à très très bientôt. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Salut.